La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État fort Issoizimna Gnassingbé a reçu les militaires ivoiriens graciés. Ces derniers sont allés remercier le président de la République pour son implication dans la gestion de cette crise. Des précisions à suivre en début d'édition. Kara a de nouveau accès à l'eau potable. En attendant une solution définitive à cette pénurie d'eau, la Togolaise des eaux a mis en place un dispositif pour distribuer l'eau par camion-citerne, à suivre dans le courant de cette édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Les 46 militaires graciés étaient à Lomé hier. Ils ont été reçus par le chef de l'État fort Issoizimna Gnassingbé. Il s'agit pour ces derniers de s'acquitter de leur devoir, celui d'exprimer leur gratitude au président de la République pour son implication dans la gestion de cette crise. Joseph Amigan. En route vers Abidjan, la délégation ivoirienne a observé une halte à Lomé pour s'acquitter d'un devoir de gratitude envers le chef de l'État togolais, Faure Issoizimna Gnassingbé, pour son implication dans la gestion de la crise née de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali en juillet 2022. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Baraïma Ouattara, a exprimé la profonde reconnaissance de son pays au président de la République togolaise pour sa médiation qui a conduit au dénouement heureux de la situation. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure pour l'action qu'il a menée pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération des 46 soldats. Et il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a réitéré l'engagement du président de la République qui a fait aboutir ce processus et obtenir la grâce présidentielle pour les militaires ivoiriens. Il a remercié les autorités maliennes et ivoiriennes pour avoir fait confiance au président de la République togolaise. Je voudrais, au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, remercier le président Alassane Ouattara et remercier également le président Assimi Goïta qui a accepté, après la médiation du président Faure Gnassingbé, de libérer les 46 prisonniers. Avec ce dénouement heureux qui soulage toutes les parties prenantes et contribue au renforcement de la cohésion entre les États, le leadership du président Faure Issoizimna Gnassingbé pour la stabilité régionale est reconnu et salué, en particulier au regard de cette capacité africaine éprouvée à trouver des solutions endogènes aux difficultés qui pourraient survenir dans les relations entre États. Joseph Amigan revient ce soir sur ce succès diplomatique du chef de l'État, Faure Issoizimna Gnassingbé. Parmi les qualificatifs dont on peut user pour décrire la situation des personnes, celui-là est assurément l'un de ceux que doivent préférer les 46 militaires ivoiriens qui sont arrivés à Lomé hier en début de soirée, réservant ainsi leur premier déplacement d'hommes libres au chef de l'État togolais, Faure Issoizimna Gnassingbé. Leur libération est intervenue au lendemain du récent périple effectué par le chef de l'État togolais auprès de ses pairs à Bamako, puis à Abidjan. C'est donc un devoir de gratitude que la délégation ivoirienne, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Baraïma Ouattara, est venue accomplir hier, 7 janvier 2023, auprès du président de la République togolaise. L'officiel ivoirien n'a pas manqué de déclarer, nous citons, « Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure Gnassingbé pour l'action qu'il a menée pour obtenir la libération des soldats. Il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise durant ces 6 mois pour que nous puissions obtenir ce résultat aujourd'hui.
Et c'est vraiment de cette détermination qu'il s'est agi durant les 177 jours qui se sont écoulés depuis ce 10 juillet 2022, où 49 soldats ivoiriens, 3 femmes et 46 hommes ont été arrêtés à Bamako sur le tarmac de l'aéroport où ils venaient d'atterrir. Une détermination nourrie par une vision et une conviction. Vision selon laquelle le dialogue et la concertation sont la patte et le ferment d'une région et d'un continent uni, stable et prospère. Conviction que la paix et l'entente entre les États sont des conditions sine qua non du bien-être des peuples d'Afrique et du monde. Durant plusieurs mois donc, Lomé s'est trouvé, diplomatiquement parlant bien sûr, à mi-chemin entre Yamoussoukro et Bamako. Aujourd'hui, le résultat est là. Le président de la République togolaise a obtenu la libération par la transition malienne des soldats ivoiriens. Succès d'une diplomatie qui fait de la discrétion, de la pondération et de la mesure des ingrédients de son efficacité. D'extérité d'une diplomatie qui se nourrit de foi, de fraternité et de solidarité pour incarner la noble mission de préserver l'entente entre les peuples et de cultiver la paix entre les États. La capacité à délivrer des résultats, c'est ce que semble être la constante de ce dernier semestre de tractation continue et de médiation méthodique qui consacre depuis ce 6 janvier, date de l'annonce de la mesure de grâce présidentielle, la victoire du dialogue entre frères, de la concertation entre Africains pour dégager des solutions pertinentes, d'autant plus pertinentes qu'elles sont pétries de nos valeurs et renforcent dans le même temps la confiance en des solutions africaines pour répondre à des solutions qui peuvent survenir ça et là sur le continent. En réalité, être un pôle de médiation fait partie du génome de notre pays. En signant avec brio le succès que nous saluons aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé s'inscrit simplement dans une longue tradition togolaise qui fait de notre pays l'encre de la stabilité et le havre de paix de la région. Inspiration aussi déductive, donc, que prémonitoire, qui, en octobre dernier, soit un mois après la libération des 3 femmes soldats, déclarait Lomé capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Du côté de Lomé, donc, le sentiment toujours modeste, du devoir accompli dans la fidélité aux usages. Tous les efforts entrepris, tous les sacrifices consentis pour préserver l'entente et la paix régionale sont justes et justifiés. Et comme les plus belles victoires se préparent ensemble et se remportent en équipe, il importe de saluer tous les pays frères et les institutions internationales qui ont appuyé les efforts de la médiation togolaise. Avec le redénouement d'hier soir, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sort gagnante de cet épisode. Et c'est une excellente nouvelle dans un contexte où le terrorisme continue de rôder avec le spectre de la déstabilisation des États. C'est en cela que la première réaction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a salué la disponibilité et l'esprit de dialogue de ses homologues de la Côte d'Ivoire et du Mali. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Doucet, a réitéré des remerciements aux plus hautes autorités des 2 pays concernés pour leurs bonnes dispositions mutuelles qui ont concouru à la résolution satisfaisante de la crise. En ce début d'année, cette bonne nouvelle a été certainement appréciée à sa juste valeur par les proches parents des soldats libérés, car dans les familles, la lancinante inquiétude et la difficile séparation ont soudain été balayées par les rires du soulagement et la chaleur des retrouvailles. La joie revenue sème ainsi les graines de la cohésion dont la région a besoin pour continuer de progresser sur la voie de son développement. Nul n'ignore en effet l'intérêt que nous avons tous à ce que les relations se normalisent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pays voisins et frères, nations hospitalières par nature dont les peuples sont profondément imbriqués et les communautés partagent beaucoup de points communs, mariage, alliance, religion, commerce, culture, tradition et j'en passe. Les relations de bon voisinage fondent l'intégration régionale, nourrissent la coopération et permettent le brassage fructueux des peuples.
Vive donc l'Afrique unie, forte et rayonnante, qui administre ainsi une preuve magistrale de sa capacité à générer des solutions endogènes satisfaisantes pour tous. Merci Joseph Amigan. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, la pénurie d'eau dans certains quartiers de la ville de Kara. En attendant une solution définitive, la Togolaise des eaux a mis en place un dispositif pour distribuer l'eau. Constat avec Nestor Mousso. Opération de distribution d'eau par camion-citerne à Kara. La situation est devenue intenable depuis la deuxième moitié du mois d'octobre. Certains quartiers de la ville sont privés d'eau de la TDE. Situation due à l'insuffisance de la production du barrage de la Koza qui alimente Kara et ses environs. Face à la situation, la Togolaise des eaux se devait de trouver une solution pour amoindrir les difficultés de ses clients. Elle a fait recours à l'approvisionnement par camion-citerne. Nous avons sollicité l'appui du camp général Ameyi qui nous a aidés et des sapeurs-pompiers aussi. Mais nous avons aussi signé des contrats avec les camionneurs privés qui viennent prendre de l'eau à notre potence à l'agence et qu'on essaie de distribuer des données dans les quartiers qui sont concernés. Donc nous nous organisons de sorte que les matins, on puisse faire des tours, 3 tours au moins par zone le matin. Il y a 2 zones de distribution, la zone Est et la zone Ouest. Et chaque zone a un camion, 3 tours le matin et 3 tours le soir. Et quand on arrive dans les zones, nous avons déjà identifié les points où nous allons nous stationner pour distribuer aux gens. C'est avec un grand soulagement que les populations touchées ont accueilli cette opération de distribution d'eau par camion-citerne. Vraiment, aujourd'hui, on nous a amené citerne d'eau. On a puisé, je suis tellement en joie. Aujourd'hui, j'ai gagné l'eau. L'eau de la pompe, je vais goûter ça. Ça fait 3 mois que je n'ai plus goûté l'eau de la pompe. Aujourd'hui, je vais goûter ça. Mes enfants sont en joie. Vraiment, merci pour l'État. Merci, la TDE. Aujourd'hui, je suis contente. Je vais me laver. L'opération va durer jusqu'à ce que la desserte en eau potable du réseau hydraulique de la TDE soit à nouveau disponible. Selon la TDE, la deuxième unité de production du barrage de la Koza sera en service dès la fin de ce mois de janvier. Et ce sera la fin du calvaire. Le monde est de plus en plus connecté. Impossible aujourd'hui de vivre sans la connexion à Internet. Le Wi-Fi semble être la solution et pourtant, qu'il soit public ou privé, l'utilisateur du Wi-Fi s'expose à ce qu'on appelle le crack Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que c'est et comment se protéger? Edwige Atakbabasabi et Sandra Aziagbe. De plus en plus de Togolais se connectent au Wi-Fi public. Ces points d'accès à l'Internet, souvent à moindre coût, se trouvent un peu partout. Principal inconvénient pour l'utilisation de ces points d'accès Wi-Fi, la sécurisation du réseau. Le réseau Wi-Fi, c'est un système d'échange de clés et de mots de passe entre un utilisateur qui est authentifié et un autre qui n'a pas le droit. Des man in the middle. C'est un peu un système qui permet en fait à quelqu'un de pouvoir récupérer le mot de passe ou les informations de quelqu'un qui se connecte directement à un Wi-Fi et l'utiliser. Donc lui, il suffit juste qu'il reste des man in the middle, comme ça veut le dire, c'est déjà quelqu'un qui est au milieu de 2 choses. Du coup, il est là juste pour pouvoir récupérer l'information qui est transmise lorsque l'utilisateur X se connecte. Par rapport au man in the middle, nous avons l'exemple de la Wi-Fi Zone. Donc sur l'interface de la Wi-Fi Zone, vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui s'affiche. Donc juste en dessous, vous allez voir qu'il y a la liste de tous ceux qui sont connectés au réseau Wi-Fi. Le pirate peut se servir en fait de ces informations-là pour pouvoir usurper ou copier le mot de passe de quelqu'un et se connecter directement. On a aussi un système de défense qui s'appelle le pot de miel. En anglais, c'est le honeypot. C'est un système qui permet en fait de faire croire au pirate qu'il peut s'attaquer directement à un serveur ou à un site. Or, en fait, ce serveur, c'est un peu comme un piège. Le hacker pirate le système et se positionne entre le client et le point d'accès. Lorsque ce dernier reçoit les données, elles sont également envoyées aux cybercriminels. Le brute force, c'est aussi un moyen qui permet aux hackers de pouvoir tenter des milliards de combinaisons en l'espace de 2 heures pour pouvoir trouver un mot de passe. C'est pour ça qu'on conseille à ce que les mots de passe qui doivent être choisis soient des mots de passe assez compliqués, c'est-à-dire des mots de passe contenant des caractères spécifiques, des nombres et des lettres. Et pas juste des mots de passe avec uniquement des chiffres, 1, 2, 3, 4 par exemple. C'est déjà un mot de passe par exemple qui est facilement piratable. Le frag attack, c'est un ensemble de failles. C'est des failles qu'on retrouve communément sur les réseaux Wi-Fi.
Et on a une faille précisément qui a fait rage en 2022. Qui s'attaquent directement aux serveurs, au système et qui les force, qui les oblige à cracher le mot de passe. On a aussi le brute force. C'est un système qui permet aux hackers de pouvoir tenter des milliards de combinaisons en l'espace de 2 heures maxi, histoire de pouvoir trouver le mot de passe. 75% de ces points d'accès sont vulnérables. Ils sont à la disposition des clients dans plusieurs endroits, hôtels, restaurants, aéroports. Le concept est très attractif et permet aux consommateurs d'être connectés même lors de leur déplacement. Pour se protéger, il faut... Je viens de parler des attaques Wi-Fi, mais M-KIS vous offre également d'autres prestations comme les sensibilisations, les formations, les tests d'intrusion qui permettent en fait de détecter les failles présentes dans vos entreprises. On a aussi la protection proactive. Mis à part ça, on a aussi les conseils sur les bonnes pratiques et la centralisation des cybermenaces. L'utilisation de l'Internet est aujourd'hui incontournable pour plusieurs personnes. Une utilisation sécurisée permet d'éviter bien de problèmes. L'actualité ce soir, c'est aussi la foire Mia d'Echevier. C'est la première édition de ce rendez-vous commercial. Il promeut les produits made in Zio. Norbert Agbedanou, Arnaud Kiliou. Coupure du ruban pour lancer officiellement l'événement. La foire Mia d'Echevier. Des expositions sur ce site dénommé Espace Nanabenz, déclinant ainsi la richesse et la diversité des produits made in Zio, priorité au consommé local. La foire de Tchevier que nous avons dénommée la foire Miadé est un peu une foire régionale qui permet donc de ressortir l'ensemble des produits et services fabriqués ici au Togo et qui puissent être valorisés à l'international et surtout mettre l'accent sur la consommation locale, mais en même temps un certain nombre d'activités culturelles qui permettent de dénicher des talents au niveau de la chanson, au niveau de l'art culinaire. La foire Miadé Tchevier offre par ailleurs aux très petites et moyennes entreprises l'occasion de faire de bonnes affaires. Ce sont des jouets à base de racines. Il y a les poudres contre l'hémorroïde et les maux de bas-ventre, les règles douloureuses. Il y a les pommades contre les fatigues, et les maux de dents, et les maux de hanches. J'invite les gens à payer. J'ai envoyé le pain traditionnel pour installer les vôtres phares. Donc c'est ma première fois pour venir, mais je vais voir ce que ça va donner. L'initiative est saluée par les filles et fils de Zio. Je suis très heureuse d'assister aujourd'hui à la première édition de notre foire Niadé parce qu'en venant ici aujourd'hui dans le Zio, ce sont nos racines qu'on retrouve. Séville n'est pas souvent la capitale de grands événements culturels comme celui-ci, donc c'est l'occasion de venir, d'appeler toutes les autres communautés aussi à venir voir la richesse de notre terroir. Cette première édition de la foire Miadé Tchevier s'intègre dans l'axe 3 du plan national de développement qui vise l'inclusion et la consolidation du développement social. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, la présidente de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Togo et des cadres de Zio. Journée de la fraternité dans la commune d'Agouenivé 2. Elle vise à promouvoir l'esprit de fraternité dans cette localité. Un projet de réaménagement des voies de cette commune était sur la table des discussions. Sandra Agbouché, Yata Ratem. Ces différentes danses donnent le ton à la deuxième édition de la journée de la fraternité de la commune Agouenivé 2. Une journée pour faire le bilan des travaux réalisés par la commune pour le bien-être de sa population et aussi pour réactiver la dynamique d'ensemble vers le développement du milieu. Notre commune, c'est une commune arc-en-ciel. Il faudra que nous puissions vraiment nous retrouver pour faire en sorte que nous soyons ensemble. C'est en ce moment que le conseil municipal a décidé une fête, la fête de la fraternité, qui a 3 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est de rendre compte à la population. La deuxième, c'est de partager avec eux les projets qu'on aura pour l'année
qui est en cours. Et le troisième objectif, c'est de valoriser les richesses culturelles de notre commune. Le sujet phare de cette deuxième édition, nous devons acheter un gradin. Parce que nous faisons tout, mais nous n'arrivons pas à satisfaire la population en termes de routes. Et nous avons constaté que sans le gradin, nous allons mettre les milliards, mais nous n'allons jamais satisfaire la population. Le préfet d'Aguanivé 2 a profité du cadre pour transmettre les vœux du chef de l'État à la commune. Aguanivé 2, riche d'une diversité culturelle, a offert un beau spectacle à l'occasion. J'ai trouvé la fête très belle. Ça permet à tout le monde d'être ensemble. L'idée d'achat de gradins, c'est une très bonne idée. C'est pour permettre à nous, la population de Legbasito, à arranger nos rues et à pouvoir se déplacer librement dans la commune. La commune d'Aguanivé 2, située au nord-est de la capitale, est une commune qui compte aujourd'hui plus de 35 000 habitants. À l'étranger, au moins 38 morts et des dizaines de blessés lors d'une collision entre deux bus au Sénégal. C'était hier vers 3h15 de la nuit, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de Dakar. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Au moins 38 personnes sont mortes dans un accident de bus près de la ville de Kaffrine, dans le centre du Sénégal. Le colonel Cheikh Fall, responsable de la brigade des sapeurs-pompiers du pays, a déclaré que 87 autres personnes avaient été blessées dans l'accident. Ce dernier s'est produit vers 3h15 dimanche matin lorsque deux bus sont entrés en collision. Toutes les victimes ont alors été évacuées vers un hôpital et un centre médical à Kaffrine. Démolis, les deux véhicules et leurs débris ont depuis été dégagés et la circulation normale a déjà repris. Selon les experts, les accidents de la route sont fréquents au Sénégal, en grande partie à cause de l'indiscipline des conducteurs, du mauvais état des routes et de la vétusté des véhicules. Mais ce dernier est l'accident le plus meurtrier de ces dernières années. Le président Macky Sall a annoncé 3 jours de deuil national à partir de lundi. Premier Noël orthodoxe en Éthiopie depuis l'accord de paix signé 2 mois plus tôt avec à la clé la fin des combats dans la région de Tigré. À quelques minutes d'une nuit de célébration, Kengeta Bélé n'en revient toujours pas. J'assiste aux festivités depuis plus de 40 ans. Je suis né, j'ai grandi ici et je suis devenu prêtre ici. La célébration de cette année est le plus grand afflux de pèlerins que je n'ai jamais vu. À l'église Sainte-Marie, une marée blanche de fidèles, de tous les âges, venus de tout le pays, drapés dans leur nétela, ce châle recouvrant la tête et les épaules. Après 2 ans de guerre, le plus grand site chrétien d'Afrique renoue avec l'effervescence de Djenna, le Noël de l'église orthodoxe éthiopienne. L'année dernière, nous étions chez nous en larmes. Je viens d'un endroit éloigné appelé Gojam, Hachefer ou Oreda. Je viens toujours ici pour Noël, mais ces 2 dernières années, c'était impossible. Plus que la pandémie, la guerre faisait peur. La Libella n'est qu'à une 40aine de kilomètres de la région du Tigré, où un conflit a débuté en novembre 2020 entre gouvernement fédéral et rebelles. Prise en tenaille, cette ville historique a changé de camp à 4 reprises. Grâce à l'accord de paix signé le 2 novembre 2022, les pèlerins ne sont pas les seuls à revenir. Les touristes, eux aussi, se pressent pour admirer ces célèbres églises rupestres médiévales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi rassurer les professionnels du secteur. Les dégâts de la guerre sur le tourisme ont été ressentis par tout le monde. Tous les foyers ont été touchés. Les dégâts sont énormes. Mais la lumière revient. Au pied de l'église Bété Mariam, maison de Marie en français, c'est à la lueur des bougies que les fidèles ont rendu grâce jusqu'au petit matin pour le plus précieux des cadeaux, la paix enfin retrouvée. Certains mariages riment avec l'application du henné. Au Cameroun, il est considéré comme un symbole de beauté. Dans les communautés musulmanes, il accompagne les célébrations joyeuses et possède plusieurs vertus. Dans la cour de cette maison située à Yaoundé au Cameroun, le rituel du henné a commencé. Une cérémonie de mariage se prépare et le henné est appliqué sur des parties du corps telles que les mains, les bras, les paumes, les pieds des femmes et des jeunes filles.
Il est considéré comme un véritable symbole de beauté. Le henné, comme on appelle ici au Cameroun le sifa, là on fait ça avant avant la fête du Ramadan ou la fête du Tabaski, de l'Aïd el-Kabir. On fait ça là, c'est ça. Et d'autres on fait aussi pour le baptême, mariage. La mariée est elle aussi recouverte de henné. Et pour l'occasion, elle s'est même fait temporairement tatouer le nom de son époux sur le pied. Le henné est très apprécié car il est facile à trouver et ne coûte pas cher. Il fait partie des rituels de beauté indispensables à certaines femmes qui se marient au Cameroun. Dans mon mariage, ça se passe, ma mère fait le henné, mes soeurs, mes cousines, bon, etc. D'autres, même moi, même mes grands-mères. Mes grands-mères, c'est ma grand-mère, mes tantes qui viennent me faire le henné. Au Cameroun, comme ailleurs dans les communautés musulmanes, le henné accompagne les célébrations joyeuses et possède de nombreuses vertus. La cérémonie de la fin de la lecture coranique, on dessine aussi le henné parce que la jeune fille est aussi contente. L'autre henné en poudre, ça protège la femme de maladies, d'infections. On traite aussi les cheveux avec et on boit aussi pour protéger. On fait aussi des masques de visage. Bien que majoritairement chrétien, le pays compte environ 20% de musulmans parmi ses 27 millions d'habitants. Cinéma Omar Sy, acteur et producteur, rend hommage aux tirailleurs sénégalais, un long métrage qui revient sur l'histoire émouvante de ces tirailleurs qui ont combattu à côté de la France. Dakar lui déroule ce soir le tapis rouge. Bon, ça va et vous? Ça va, merci. En tenue traditionnelle, Omar Sy a tenu à revenir ici, dans le pays de ses parents, présenter son dernier film. Le long métrage parle d'une histoire vraie et méconnue, celle des tirailleurs sénégalais engagés aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. Il y a une envie de rendre hommage, il y a une envie en tout cas de rappeler en fait que cette histoire elle existe. On parlait de cette histoire commune, de cette histoire en fait qui est tressée entre le Sénégal et la France. On était à Verdun juste avant, là on est à Dakar, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. À l'écran, un père et son fils, simples agriculteurs recrutés de force par l'armée française, comme des milliers d'autres Africains colonisés. Incorporés, Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Une guerre sanglante, racontée du côté des tirailleurs, et en peul, la langue paternelle d'Omar Sy. Un film aussi pour transmettre, raconter aux plus jeunes. Dans cette salle de 100 élèves pour une avant-première spéciale. Allez, c'est bon, on est prêt? L'histoire de leurs arrière-grands-parents sur grand écran. À l'école, on nous apprend ça, mais à l'écrit. On connaît un peu l'histoire des tirailleurs, mais avec le film, on voit un peu ce qui se passe au front. En plus, avec les bombardements, les fusils. C'était très touchant. La projection s'enchaîne avec une séance de débat en présence d'Omar Sy. Pour lui, c'est sans aucun doute le plus important, partager cette histoire. J'ai besoin de partager avec tout le monde, mais spécialement avec la génération à venir. Il y a un truc d'époque où, pour notre construction, pour le lien entre ces deux pays, qui devient de plus en plus tendu et compliqué, ce genre de récit peut aider. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens tirailleurs de la Première Guerre mondiale. Mais au Sénégal, il reste de nombreux vétérans qui ont aidé la France au cours des autres guerres du XXe siècle. Comme Ndiogu Dieye, ancien combattant de 39-45. Ça vous rappelle quoi? À 102 ans, l'addiction est un peu compliquée pour l'ancien militaire. Mais les souvenirs, eux, sont toujours là. Comme son enrôlement de force à 20 ans. Moi, j'ai appelé, je n'ai pas engagé. Je n'ai pas appelé. Ils sont tout faire pour que je m'engage. J'ai dit la vérité, c'est les Africains qui meurent. Hein. En 1944, l'armée française compte près de 600 000 hommes, dont la majorité vient d'Afrique. À la fin de la guerre, 55 000 de ces tirailleurs sont morts. En échange de leur sacrifice, des droits sont promis aux soldats africains. Mais dans cette association d'anciens combattants, les tirailleurs affirment que les promesses n'ont jamais été tenues.
Depuis François Mitterrand jusqu'à nos jours, je me bats pour avoir la nationalité française. Ça fait combien d'années? Je les ai tous écrits. Ils n'ont pas daigné me répondre. Parce qu'ils n'ont plus besoin de moi, ils n'ont plus besoin des Africains, ils n'ont plus besoin de notre sang. Je me sens humilié et oublié. Un des épisodes les plus douloureux s'est déroulé le 1er décembre 1944. À Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, des tirailleurs revenus au pays réclament la solde que l'armée française leur doit. Mais ces derniers refusent et ouvrent le feu sur les vétérans. Des dizaines d'entre eux sont fusillés. Pour cette historienne, petite fille de tirailleurs, il est toujours difficile d'en parler aujourd'hui, 80 ans plus tard. C'est un sujet tabou. Le massacre Thiaroye, on ne connaît pas le nombre de morts en tout. L'État ne nous laisse pas travailler. Dans ce cimetière aujourd'hui, impossible de savoir combien de corps ont finalement été enterrés. En 2 guerres mondiales pour la défense de la France, le corps militaire des tirailleurs aura compté plus de 700 000 soldats africains. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.